Quand la récession venue des États-Unis déferle sur la France, les salaires baissent, à la discrétion de l'employeur. Il n'y a pas de salaire minimum garanti. Et pour ceux qu'on licencie par centaines de milliers, il n'y a pas de système d'indemnisation. Les chômeurs sont condamnés à marcher le ventre vide. Ceux qui ne se résignent pas rêvent d'une révolution, mais ils sont divisés. Il y a les communistes, bien sûr, encore peu nombreux. Il y a aussi les socialistes qui forment alors le grand parti d'opposition. Leur chef de file, Léon Blum, est un homme qui sait parler droit au cœur. Marxiste par conviction, Léon Blum est pour une transformation radicale de la société. Mais dans le respect de la démocratie, par le suffrage universel. La France d'alors a aussi son extrême droite. Les ligues pullulent. Elles s'agitent tout à la fois contre la peste rouge et contre une troisième république impuissante à sortir le pays de la crise. En février 1934, la France vit une 100e crise ministérielle. La crise de trop. Les ennemis de la République parlementaire, voilà l'occasion de l'abattre. Fascistes, royalistes, mais aussi des communistes, veulent envahir la chambre des bouffons, ainsi qu'ils la surnomment. Sur le pont de la Concorde, les forces de l'ordre leur barrent le passage. Les affrontements, qui vont durer toute la nuit, sont les plus violents de l'histoire de la Troisième République. 527 balles de revolver tirées, 15 morts, des centaines de blessés. Le pouvoir a tremblé. Dès le lendemain, il fait occuper Paris par l'armée. Le 14 juillet 1935, socialistes, communistes et radicaux se sont donné rendez-vous à la Bastille pour fêter leur triple alliance toute fraîche. Léon Blum est là, avec ses alliés, le communiste Maurice Thorez et le chef de file radical socialiste Édouard Daladier. Mais rien n'est encore fait. Les élections législatives sont dans 9 mois. En attendant la victoire espérée, le Front populaire affirme ses engagements. Écarter le fascisme qui menace le pays, de l'intérieur et de l'extérieur. Le 3 mai 1936, pour la première fois de son histoire, la gauche unie, des radicaux communistes, remporte des élections législatives. À une très large majorité. Un socialiste va diriger le pays, Léon Blum. Mais il prendra ses fonctions à la tête du gouvernement dans 1 mois. 1 mois d'attente. C'est trop pour les ouvriers. Cette victoire, ils l'espèrent depuis trop longtemps. Ils veulent en cueillir les fruits tout de suite. Commence alors le mouvement de grève le plus long, le plus puissant, le plus joyeux aussi, le plus étonnant de notre histoire. Les grévistes savent que cette fois, le gouvernement ne va pas leur envoyer la troupe. Ils dressent des piquets, élisent des comités de grève. Les non-grévistes ne peuvent pas entrer sans leur autorisation. Ni les directeurs, ni même le propriétaire qui doit rebrousser chemin sous les ricanements de ses ouvriers. On n'avait jamais vu ça. Dès sa prise de fonction, Léon Blum convoque patronat et syndicats pour négocier. Pressés d'en finir, ils accourent à Matignon. Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes conduits comme des propriétaires d'esclaves. Quelque chose a changé et pas en votre faveur. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures,
avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, toutes choses que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. Les patrons cèdent sur toute la ligne. Ils arrivent avec un petit air victorieux. Puis ils gagnent timidement le rivage. Ils hésitent. Beaucoup n'ont jamais vu la mer. Et soudain, ils voient de près comment vivent les riches. Les estivants se moquent des nouveaux venus. Ils les appellent les congés payés. Les enfants comprennent vite le sens du mot vacances.